Bienvenue à tous, Afrique Presse, l'actualité en débat sur RFI et TV5 Monde avec cette semaine Thiambel Gimbayara de La Voix du Mali, Stéphanie Hartmann, Africa numéro 1 et Francis Patindé, journaliste indépendant et chargé de cours sur l'Afrique à Sciences Po Paris. Deux sujets au menu, le Mali avec cette visite à Gao d'Emmanuel Macron ou bien les premiers pas en Afrique du nouveau chef de l'État français. Et puis la Centrafrique, toujours sous le feu croisé des groupes armés. Il y a eu des massacres et des affrontements meurtriers dans deux villes de l'Est de la Centrafrique. D'abord, cette première sortie étrangère hors d'Europe d'Emmanuel Macron, depuis qu'il a succédé à François Hollande à l'Élysée. C'était à Gao, au nord Mali, vendredi dernier, il y a tout juste une semaine, une visite aux forces françaises de l'opération Barkhane. Le résumé de cette visite par Thibaut Cavaillès de TV5 Monde. Il l'avait promis durant sa campagne. Dès son élection, Emmanuel Macron se rendrait auprès des forces françaises en opération. C'est chose faite. Le président Macron, accueilli sur la base militaire de Gao par son homologue, et les honneurs des armées françaises et maliennes. Avec lui, Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères, et Sylvie Goulard, ministre des Armées. Un entretien privé sous une tente. Avant un premier point avec la presse, les deux présidents y ont rappelé combien l'intervention militaire au Mali, débutée il y a 5 ans, était importante. Éternellement, le Mali sera reconnaissant au peuple français de ne l'avoir pas abandonné, de ne l'avoir pas laissé dépêcher par l'international terroriste. La gratitude du président malien aux côtés d'un Emmanuel Macron qui l'a assuré du maintien de la présence française dans le pays. Vous l'avez rappelé, la France est engagée depuis le début à vos côtés. Et ce que je suis venu ici vous dire, de manière très claire, c'est qu'elle continuera à l'être, de la même manière. La visite du président français sera surtout marquée par la revue des troupes de l'opération Barkhane. 1700 hommes au Mali, mais 4000 en tout dans la région. Échange avec les soldats qui racontent leur quotidien dans cette zone où les actes terroristes n'ont pas cessé. Celui qui n'a pas eu à faire son service militaire a su très vite endosser la tenue de chef des armées pour une visite de 6 heures qui lui aura permis de faire un rapide survol de la situation. Voilà, un aller-retour éclair d'Emmanuel Macron, chef de l'État français, chef des armées, on l'a rappelé dans le sujet. Il était allé soutenir les forces françaises qui luttent contre le terrorisme au Sahel, avec 1700 hommes, rien qu'au Mali. Alors, Emmanuel Macron, Thiambel, s'est montré plutôt rassurant puisqu'il a dit que l'opération Barkhane ne s'arrêtera que lorsque les terroristes seront éradiqués et la souveraineté des États de la région rétablie. C'est plutôt des propos rassurants pour le Mali et les pays du Sahel. C'est rassurant pour le Mali. On a vu au démarrage de cette opération un François Hollande conquérant. On aurait souhaité quand même un Emmanuel Macron libérateur. C'est rassurant pour ces pays pourvu qu'il l'a rappelé, que chacun joue sa partie jusqu'au bout, c'est-à-dire que les pays du champ également font face à leurs responsabilités et que le Mali mette en œuvre ce cahier de retour à la paix et progresse. On a vu les autorités intérimaires, mais il faut aller plus loin pour le retour de l'armée. C'est le péché original un peu, la libération de Kidal qui nous revient encore, où les forces armées de sécurité ne veulent pas, disons les groupes armés ne veulent pas libérer là où le MOC doit s'installer, le gouvernorat du district de Kidal. C'est tout simplement cela. Mais Emmanuel Macron est surtout allé plus loin en invitant les pays du champ, surtout l'Algérie, indexé à ce que ce pays ne fasse plus preuve de refuge par rapport aux groupes armés. Ouais, ça, à mon avis, on va y revenir, Stéphanie. Est-ce qu'on aurait pu imaginer Emmanuel Macron ne pas continuer cette opération, ne pas finalement reprendre, si je puis dire, le flambeau de François Hollande, donc dans cette lutte antiterroriste au Sahel? Est-ce qu'il aurait pu décider finalement d'un rappel progressif des troupes ou pas? Comme fait Donald Trump dans d'autres régions du continent concernant l'armée américaine. Non, c'est difficile. La France est très engagée et Emmanuel Macron l'a rappelé. Il s'agit aussi, surtout dans la doctrine de l'Europe et de la France, de la protection, de la stabilité aussi de l'Europe et de la protection de la sécurité du territoire européen. C'est en tout cas comme ça qu'on le dit à l'Élysée. C'était, vous l'avez dit, surtout une visite aussi aux troupes françaises. C'était pas
malheureusement. Ce n'était pas une visite au Mali. L'entourage du président a affirmé que c'était IBK qui avait insisté pour accueillir Emmanuel Macron à Gao en début et en fin de journée, ce qui signifie que si IBK n'avait pas insisté, il n'y aurait pas eu de rencontre entre les deux présidents. Moi, je ne suis pas sûre que ce soit une si bonne nouvelle. Alors, je suis très contente que Barkhane assure la sécurité de certaines régions du Mali. Cependant, je vois cette armée. Cette armée peut être perçue comme sa présence trop longue à long terme comme une armée d'occupation et du coup avoir un effet contre-productif sur la lutte contre le terrorisme et plutôt inciter à la radicalisation. Alors je vous pose la question autrement, Francis. Est-ce que ces forces françaises de l'opération Barkhane, en tout 4000 hommes, 1700 rien qu'au Mali, un commandement semble-t-il basé au Tchad, est-ce que cette force française reste indispensable, notamment aux côtés des casques bleus quand il s'agit du Mali, par exemple ? Ben, oui, parce que les casques bleus ne sont pas fonctionnels. Vous savez, vous avez plusieurs milliers de casques bleus au Mali. Dans le cadre de 12 000. Voilà, c'est ça. Et donc, ça ne fonctionne pas bien. Et l'armée malienne n'est pas encore aguerrie, n'est pas encore préparée, peut-être dans quelques zones du pays, mais pas encore pour pouvoir prendre en charge la sécurité de l'ensemble de son pays. Donc, à cet égard, on peut comprendre ça. Mais toute mission étrangère a pour vocation de se retirer un jour. Donc, il faut se préparer à ce retrait indispensable. Parce que Macron, bon, je pense qu'il est entouré encore par la vieille garde, hein. C'est du sang neuf, il est entouré par la vieille garde, donc la doctrine de François Hollande se poursuit. Notamment à travers Jean-Yves Le Drian, le nouveau ministre des Affaires étrangères, naguère ministre de la Défense. Vous dites qu'effectivement, il faut trouver un terme, je dirais, à toute opération militaire, a fortiori donc à l'étranger, hein, loin de la France. Alors, mais est-ce que cette solution ne passe pas également justement par un changement d'état d'esprit, et ça, Emmanuel Macron a fait allusion à cette réalité, un changement d'état d'esprit, notamment en Algérie. C'est-à-dire Emmanuel Macron, dans son discours à Gao, s'est montré quelque peu impatient. Il a demandé aussi bien à Bamako qu'à l'Algérie d'accélérer le pas pour définitivement asseoir cette paix au Nord Mali en vertu des accords dits d'Alger. Tchambel. Oui. Effectivement, Emmanuel Macron, il a dit s'il partait en tant que chef de guerre pour tenir une promesse de campagne. Il a été accueilli avec des populations, deux chefs traditionnels, Songoï et Arma, à Gao. Et Gao, quoi que ce soit à 1200 km de Bamako, reste sur le territoire malien. Mais est-ce qu'il a eu raison d'interpeller l'Algérie ? Il a eu raison surtout d'interpeller l'Algérie et d'insister là-dessus parce qu'on ne peut pas comprendre deux politiques, on ne peut pas comprendre l'Algérie qui abrite les accords de paix depuis les débuts d'ailleurs, depuis l'accord de Tamra-7, qui accompagne le Mali, qui soutient le Mali et en même temps l'Algérie qui sert de refuge à Iyad Agali. Il faut se poser la bonne question. Francis, alors Iyad Agali, c'est l'un des chefs djihadistes. Hein, justement, l'armée française à plusieurs reprises a eu dans la ligne de mire Iyad Agali. Mais il se trouvait du côté de l'Algérie. Ils l'ont eu à plusieurs reprises. Moi, j'ai essayé de vérifier l'information et ils ne pouvaient pas agir. Les soldats français ne pouvaient pas agir parce qu'il est de l'autre côté. Et vous savez que l'Algérie est chatouilleuse pour tout ce qui touche à sa souveraineté. Donc, il va falloir au moins que l'Algérie joue un jeu clair et limpide. Quelque part, de la part d'Emmanuel Macron, au moins, il met les points sur les i. Alors que les dirigeants français sont généralement très hésitants lorsqu'il s'agit de l'Algérie, Stéphanie. Les premiers pas d'Emmanuel Macron sur la scène internationale, on l'a vu encore récemment avec la poignée de main à Donald Trump, puisque c'est très commenté actuellement. Il s'affirme, hein, on sent que c'est quelqu'un qui va être droit au but, audacieux, c'était peut-être pas le mot, mais en tout cas ferme et sûr de lui. Et la preuve, c'est qu'Alger a quand même réagi à ces pressions. Ahmed Boutage, qui est l'ambassadeur d'Alger à Bamako, au Mali, a envoyé une lettre à la CMA, la coordination des mouvements de l'Azawad, l'accusant de traîner les pieds justement dans l'application de cet accord. Alors la CMA, ça ne lui a pas du tout plu, cela dit. Et finalement, cette lettre a un peu plus compliqué les négociations qu'il y avait en cours, je crois, à Kidal. Donc il faut que en tout cas, pour revenir sur le Mali et IBK aussi, il faut faire attention parce que, en tout cas, Emmanuel Macron cherche à s'affirmer et IBK pourrait rapidement se laisser dominer aussi par quelqu'un comme Emmanuel Macron et du coup, voilà, faire aussi le jeu de la France. Et alors que le Mali a besoin d'un chef d'État fort qui s'affirme notamment aussi face à la France, même si la France est venue au secours du Mali, le Mali doit revendiquer
son droit à se défendre, à conduire ses affaires, et avoir une seul. stratégie militaire et à déployer son armée où il Encore, peut. encore faut-il régler l'écueil du problème sécuritaire. Il y a des attaques, des attentats tous les jours, quasiment, chaque semaine en tout cas, au Mali. Et le message à l'intention d'Algérie d'Emmanuel Macron sur son impatience à voir piétiner ces accords d'Alger. Ce message s'adressait également à Ibeka Chambel. Il s'adresse à Ibeka. Nous sommes dans une situation où la situation sécuritaire est en surenchère. L'armée malienne, des victimes tombent tous les jours, pratiquement. Et ça, c'est dans n'importe quel pays du monde, c'est intenable. C'est une situation intenable. Le Mali est face à ses responsabilités. Il faut mettre en place l'accord de paix. Et il faut trouver une solution que l'armée monte en puissance. Et surtout, il faut redéployer cette mastodonte des Nations Unies, de la MINUSMA, et puis le faire en intelligence avec Barkhane et puis la progression de l'armée malienne. Il faut que le Mali réaffirme sa position sur son territoire. L'intégrité de son territoire, ceci n'est pas négociable et n'est pas discutable. La mise en œuvre, quand même, si on ne prend pas en compte l'aspiration du peuple, des Maliens, ça va être difficile, à mon avis, de gagner la paix. Ouais. Est-ce que ces accords dits d'Alger sur la paix au Nord Mali, ce ne sont pas des accords dès le départ brouillés? C'est-à-dire que, vous me direz si je me trompe ou pas, Francis, c'est-à-dire que les parrains de cet accord, l'ONU, l'Algérie, la France, etc., ont, semble-t-il, mis sur le même pied d'égalité Bamako et les groupes rebelles. Ce qui, quand même, je dirais, quelque part, est une manière de dire, voilà, aller à Canossa, de dire à Bamako, voilà, vous allez vous soumettre, vous allez discuter quasiment, même si ça vous dégoûte, avec des gens qui vous menacent, qui prennent les armes. Absolument, parce que, bon, c'est vrai qu'il faut être deux pour faire la paix. Mais d'abord, le problème de Kidal, pourquoi les troupes françaises, les troupes internationales, onusiennes et tout s'arrêtent au port de Kidal? S'arrêtent d'une façon de parler. Hein. Mais, enfin, il y a plein de non-dits dans cette crise-là. Est-ce qu'on veut un Mali dans ses frontières d'avant, enfin de 1960, depuis l'indépendance? Est-ce qu'on veut un autre Mali ou un autre Sahel? Il faut le dire clairement. Et ça, c'est pas clair parce que c'est pas que les militaires. Il y a les politiques, mais il y a également les universitaires, y compris des journalistes d'ailleurs, qui participent à ce flou. Tout à fait. Stéphanie, ce que je voulais dire, c'est que malheureusement, on n'aurait pas mis sur le même plan les groupes armés et Bamako si l'armée malienne avait été efficace. Et c'est ce qui pose problème aujourd'hui. Et malheureusement, donc on fait le constat d'une armée malienne inefficace depuis 2012. Qu'est-ce qui a été fait depuis 4 ans il y a quand même des formations. 5 ans plutôt. L'armée se reconstruit. Elle a reconstruit, mais elle est montrée du doigt dans des rapports. Elle monte en puissance, elle travaille, elle réoccupe certainement le Mali. Mais elle ne peut pas seule assurer la sécurité. Elle ne peut pas seule, à ce stade de la situation, assurer la sécurité des populations. Alors, un dernier mot sur ce chapitre. Juste un mot sur Macron. Francis, oui. Certains commentateurs veulent en faire Macron l'Africain. Oui. Surtout pas. Il faut qu'il évite cet écueil-là. Il est président de la France, il est président français. Il faut qu'il assume, il appartient à une nouvelle génération. Il est né 17 ans après la vague des indépendants. Macron l'Africain, on n'en veut pas. Il faut qu'il soit président français en face. Il y a beaucoup de il journalistes. Il le fait très bien, cela dit. Je pense qu'il a ça à l'esprit, il le fait très bien. Oui, mais voilà. Il vient défendre je comprends, Francis. Il y a beaucoup de journalistes, de collègues qui utilisent souvent ces formules dès qu'il y a un nouveau chef d'État. Dès qu'il y a un nouveau chef d'État ici en France. Juste un dernier mot, un très vraiment bref, à propos du fait que donc Macron n'est pas allé, le président Macron n'est pas allé à Bamako mais à Gao. Est-ce que ça vous oui, choque, moi ça me Francis? titille un peu, ça me gêne, même s'il avait annoncé qu'il allait rendre. Et le problème de la capitale, une capitale, c'est un acte de souveraineté. C'est comme le drapeau, c'est comme les armoiries, vous savez, et donc nécessairement il faut passer. On imagine mal Ibeka venir en visite officielle et passer par Bordeaux. Stéphanie. Ça a été vécu par certaines opinions africaines comme une humiliation, et effectivement c'est un mauvais signe envoyé. Et Chambel, vous le Malien? Moi je n'en vois pas de faire une polémique là-dessus. Je crois que Gao c'est le Mali, c'est à 1200 km de Bamako et le président Ibeka est tout à fait dans son droit d'aller défendre les intérêts du Mali face à qui que ce soit, même si c'est le chef d'État français qui rend visite à ses hommes stationnés au Mali. Voilà, qui est très fair-play. Et on passe à la Centrafrique, où deux importantes villes de l'est du pays, Bria et Bangassou, ont été le théâtre d'affrontements meurtriers et de massacres même de civils. Ces violences ont fait presque une centaine de morts, selon des bilans de l'ONU. On compte des milliers de déplacés. Alors, les divers groupes armés impliqués, Stéphanie, sont en gros d'un côté les milices chrétiennes anti-Balaka et puis de l'autre les ex-Séléka que l'on apparente à des musulmans
musulmans hâtivement. Alors, ces forces nuisibles contrôlent, d'après certains chiffres, 60% du territoire centrafricain. Autrement dit, plus de la moitié du pays échappe effectivement au contrôle du gouvernement légal de ce pays. Alors, je ne sais pas si on devrait les qualifier selon leur origine religieuse, que ça complique beaucoup la situation en Centrafrique, mais finalement, c'est ce qui était déjà le cas en 2010 à peu près, en Centrafrique sous Bozizé. La majorité du territoire était aussi sous le contrôle des groupes armés. En tout cas, elle n'était pas sous le contrôle de l'État. Alors, avec le déploiement de Sangaris et de la MINUSCA, on avait un peu apaisé la situation sécuritaire. Malheureusement, l'État ne s'est pas redéployé dans les zones où ça a été apaisé. Finalement, donc, ces groupes armés reprennent leurs habitudes qui sont... Alors, c'est pas très idéologique, ils se bagarrent aussi pour des territoires, c'est des pillages, pour les ressources. Finalement, c'est leur modus operandi, c'est leur mode de vie. Ça pose énormément de questions. Et il faut savoir qu'à Bria, c'est sur 45 000 habitants, c'est 40 000 personnes qui ont été déplacées. Donc, il faut surtout, ça interroge beaucoup sur... moi, je pense beaucoup aux Centrafricains, qui, depuis des années, sont dans un pays à l'agonie. Vivent à la merci des groupes armés et malheureusement face à un État aussi défaillant. Alors justement, Francis, à propos de ces groupes armés, Human Rights Watch a observé, l'ONG de défense des droits de l'homme, a observé que depuis novembre 2016, on voit apparaître des alliances entre d'ex-Séléka avec des anti-Balaka, pour parfois se friter, s'affronter avec d'ex-Séléka. Bref, on voit bien, comme semble dire d'ailleurs Stéphanie, que les motivations sont ni religieuses, ni idéologiques, mais plutôt des motivations crapuleuses. C'est une guerre de rapine. C'est des gens qui s'allient sans connotation idéologique et tout, parce que les Centrafricains sont pauvres, mais leur pays est riche. Riche en minerais de sous-sol, riche même en... Et donc, il y a beaucoup d'appétit. Il y a non seulement ces groupes qui font des alliances contre nature, comme vous dites, il y a également des États voisins qui jouent leur partition, des jeux qui ne sont pas très clairs. Qui parrainent. Voilà, c'est ça. Qui parrainent ces groupes. Donc, finalement, la religion, l'idéologie, ça, c'est aux antipodes de leurs préoccupations. Tchambel. Oui, j'allais dire, en plus de Francis pointer du bout du doigt, c'est le parrainage des pays voisins, le rôle également dans cette crise-là, la situation, le redéploiement ces forces de la MINUSCA sur le territoire, et puis après les élections, aider quand même l'armée centrafricaine à se reconstituer, à sécuriser ses populations, qui semblent être... Et surtout, comment, dans une telle situation, ramener la paix ? C'est toujours le passage nécessaire tant qu'on ne fait pas face à ces situations-là dans une façon globale et qu'une gestion parcellaire de la situation. On pense que la solution militaire est possible avant d'arriver à faire évoluer avec la paix, discuter, mettre les forces en présence, discuter, dialoguer pour retrouver la paix. Mais il y a quand même eu des dialogues, il y a eu des conférences nationales de réconciliation. Il faut un désarmement, surtout. C'est surtout ça. Il faut désarmer. Principalement, c'est des bandits qui se financent grâce donc, aux richesses de la Centrafrique et qu'il faut désarmer. Alors, la MINUSCA ne prend pas cette responsabilité-là. L'armée centrafricaine est aussi défaillante, parce que c'est quand même la défaillance de l'armée centrafricaine qui a permis le déferlement de la Séléka sur Bangui. C'est d'ailleurs pour ça que l'ONU ne veut pas non plus lever l'embargo sur les armes, ni même armer cette armée-là. C'est allègrement contourné, ne serait-ce qu'en provenance du Soudan du Sud, pays frontalier d'ailleurs de l'Est de la Centrafrique. Oui. Alors, on le dit peut-être pas assez, c'est que ce sont les populations civiles qui sont en première ligne. Donc Bria s'est complètement vidé de ses populations, plus de 40 000 personnes déplacées lors de ces derniers affrontements. Et puis alors, autre difficulté pour ces populations qui dépendent quasiment totalement de l'aide humanitaire, c'est que les ONG se retirent pour des raisons sécuritaires, Francis. Et puis surtout, les bailleurs de fonds avaient promis de l'argent à l'ONU et ces bailleurs de fonds n'ont rien donné, n'ont pas suffisamment donné. Mais les promesses, c'est l'arlésienne. Mais les conséquences sont terribles. Beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'il y a des populations déplacées, mais également les réfugiés qui traversent les frontières, qui vont grossir les rangs dans les camps des pays voisins. Il y a tout ça. Mais le paradoxe, c'est que Est-ce que ça veut dire que les Centrafricains sont abandonnés à leur sort Ils sont abandonnés. D'abord, la responsabilité de gérer un pays, ça revient aux nationaux.
Ça, c'est le principe de base qu'on oublie souvent en Afrique. On veut déléguer. Il faut arrêter de déléguer. Il y a le paradoxe, comme je vous l'ai dit, c'est que cette crise intervient dans un pays, le seul pays démocratique d'Afrique centrale, si tant est qu'une élection soit le seul critère de la démocratie. Tous les autres pays sont des glacis. C'est un pays qui a un président élu, un président de l'Assemblée nationale qui est un opposant au président. Donc, tout semble... Mais malheureusement, c'est un pays qui se trouve à une place stratégique centrale et qui suscite des appétits. Voilà. Tchambel. Le nombre élevé de victimes, quand même, laisse à croire que les Centrafricains sont aujourd'hui abandonnés. On ne peut pas admettre dans une telle situation autant de victimes civiles. C'est un conflit, ça c'est l'horreur, c'est la barbarie. Il faut arrêter cela, il faut se rebeller contre cet état de fait, il faut refuser cela. Et en même temps, la MINUSCA qui est là, qui ne joue pas vraiment son rôle, et surtout les forces... mais elle enregistre des pertes. Oui. On a envie de dire qu'ils font ce qu'ils peuvent. Des pertes dans les rangs des soldats africains qui tombent. Oui, qui font partie de la MINUSCA. Oui. Qui incitent... Des Marocains... Qui incite l'Afrique à s'impliquer davantage dans la crise. Oui, mais l'Afrique s'implique d'ailleurs, rappelons-le, l'Afrique s'implique dans ses missions, que ce soit au Mali, la majorité des troupes de la mission de l'ONU, ce sont des Africains, en Centrafrique, en Somalie, donc les Burundais par exemple, en Somalie. Donc de ce point de vue-là, les Africains s'impliquent. Mais quand même une question lancinante de plus en plus, Stéphanie, est-ce qu'il fallait retirer Sangaris, c'est-à-dire l'opération française en Centrafrique? Vous me direz, toute opération a une fin. On regrette tous que la France intervienne. On aimerait que ce soit les armées africaines. Mais il faut dire aussi que ça fait 50 ans que l'armée française forme les armées africaines. Il faudrait peut-être que l'armée française se remette en question aussi. Donc non, j'en suis pas à souhaiter le retour de Sangaris. Cela dit, pour revenir sur les populations civiles... Est-ce qu'il faut déplorer le retrait de Sangaris? Il y a les Américains aussi qui étaient dans le sud-est du pays, qui sont aussi retirés, qui luttaient contre la LRA. On pense que ça a aussi un lien dans le regain de... C'est peut-être Donald Trump qui hiérarchise ses priorités. Peut-être Sangaris, mais version européenne, comme on peut faire au Mali avec d'autres, pas seulement l'armée française, qu'on connaît, et l'armée française est depuis trop longtemps dans ce pays pour très de mauvais résultats. Alors, il est vrai, Francis, que souvent, les autres pays européens ont le sentiment que les opérations militaires françaises ne sont pas toujours très claires, au fond, et que c'est la France avec ses anciennes colonies, et qu'il y a toujours une sorte d'ambiguïté. Est-ce que c'est véritablement suffisant pour expliquer le fait que les autres pays européens ne s'impliquent pas dans ces opérations? D'abord, ils n'ont pas la même tradition que la France. Ils veulent éviter d'être embourbés. D'être piégés. D'être piégés par les politiques africaines de la France qui ne comprennent pas toujours. Moi, je me félicite du retrait de Sangaris. Et ce qu'il faut, c'est former les Africains et donner des équipements de renseignement et de défense aux troupes de la MINUSCA, parce qu'il y a beaucoup d'Africains là-dedans. C'est formation, équipement, qu'ils aient accès aux renseignements aériens, et puis après, ils peuvent assurer, ce sont des militaires comme les autres. Et ce n'est pas à la France... Après les indépendants de venir toujours au secours des Africains, parce que ça continue à conforter l'idée que les Africains sont des bébés. À entretenir beaucoup de malaise. Stéphanie ou Tchambel, on a vu s'installer une cour spéciale de Bangui, la cour spéciale de Bangui, chargée d'enquêter sur les exactions qui sont commises en Centrafrique depuis 2013. Est-ce que ça peut contribuer à faire baisser ou à faire peur finalement aux groupes armés ou pas, Stéphanie? C'est comme la CPI, pour l'instant, elle n'est pas active, mais c'est déjà mieux que rien. Et il faut saluer le travail des organisations des droits de l'homme qui ont milité pour cette cour. Et il faut rappeler que sans justice, effectivement, la réconciliation et la reconstruction est difficile. Tchambel. Je dirais tout à fait à l'image de Stéphanie que la réconciliation, le chemin de la réconciliation passe par la case de la justice et que cette justice-là, on ne peut pas faire économie de cela. Ceux qui ont les mains souillées, ceux qui ont commis des crimes doivent répondre. Ça apaise, ça répare et ça rassure. Mais concrètement, est-ce que ça fait peur aux groupes armés? C'est ça la question, Francis. Moi, je ne pense pas du tout. C'est un tribunal ad hoc, comme il y en a eu dans d'autres crises, pour la Sierra Leone, par exemple. Mais ce n'est pas ça qui fait peur. C'est l'instant d'aujourd'hui. Ils veulent vivre, ils veulent faire leur guerre de rapine, ils veulent violer les gens, ils veulent spolier les gens de leurs biens, c'est tout. Mais que demain, l'un d'entre eux, deux d'entre eux se retrouvent là-bas, je pense à demain, ils n'y pensent pas trop. L'État centrafricain n'a pas les moyens de les arrêter, quoi.
Alors, l'État centrafricain n'a pas les moyens de les arrêter. Et on voit bien quand même que Faustin Touadéra, le président élu, fait ce qu'il peut. Il est au pouvoir depuis plus d'un an. Oui. Son Premier ministre, semble-t-il, n'avait pas fait de discours devant le Parlement depuis qu'il a été nommé. Oui. Donc, c'est bien quand même le signe d'une impuissance patente française. C'est un État qui n'a pas d'argent du tout. Vous savez, il est obligé de sillonner le monde entier pour trouver des subsides, pour payer assurer les payes, les salaires à la fin du mois. Bon, je pense qu'il faut les aider au plan économique. Il faut aider les armées internationales qui sont là-bas à défendre ce pays qui est situé dans un endroit qui est quand même stratégique pour toute l'Afrique. Donc voilà, c'est tout ce qu'on peut faire pour eux. C'est pas à la France de venir les délivrer. Il y a quand même un malaise Tchambel, quoi. On a l'impression qu'on est face à un gouvernement virtuel. Oui, un gouvernement qui est là depuis très peu, soit démocratiquement élu, certes, mais avec des difficultés à assurer le quotidien, à pouvoir maintenir cette sécurité, à s'organiser d'abord, parce que la sécurité, ce n'est que à Bangui, dans la capitale, plus loin, des gens rencontrent des velléités. Et ça, je crois que les Centrafricains doivent en être conscients. Ensuite, l'Afrique doit venir en aide à la Centrafrique et après, le monde doit s'organiser et s'appuyer concrètement là où il y a besoin. Voilà, et c'est la fin de cette émission. Merci Stéphanie Hartmann, Francis Patinde et à vous, Tchambel Gimba-Yara, et ainsi qu'aux équipes techniques et rédactionnelles d'Afrique Presse. Vous pouvez retrouver cette édition sur les sites internet de RFI et de TV5 Monde. Pardon. Grand merci de votre fidélité à Afrique Presse et rendez-vous à la semaine prochaine.